Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Cette semaine, je vous emmène en voyage, un voyage gastronomique à travers le monde et à travers l'histoire. Je vous assure que vous ne regarderez plus votre assiette de la même manière. Mais pour ce voyage, je ne serai pas seul. En effet, j'ai la chance cette semaine et l'immense plaisir d'avoir un invité exceptionnel. Il vient de publier son deuxième livre, Le plus grand menu du monde, paru début avril aux éditions Fayard, un ouvrage à savourer comme un bon repas plein d'humour et de poésie. Sans plus attendre, je vous propose de passer à table avec mon invité, Bill François, biophysicien, naturaliste, écrivain et humoriste. Bonjour Bill. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de partager un petit peu de votre temps avec les auditeurs et les auditrices de Graffiti Urban Radio pour cette émission Tous à table. Nous allons bien sûr dans quelques instants parler de votre livre, mais tout d'abord, j'aimerais que l'on fasse connaissance. Et pour ce faire, je vous propose de commencer avec une date. Si je vous dis le 24 mai 1993, vous me répondez? Ah oui, celle-là, je vois ce que c'est parce que je la mets assez souvent sur des formulaires. C'est ma date de naissance. Alors, avec quelques jours de retard, permettez-moi de vous souhaiter un très très joyeux anniversaire. Merci. Et puis, comme on parle de naissance, on peut parler aussi d'enfance. Vous l'avez passé où, votre enfance? Je l'ai passé à Paris. Alors, un vrai Parisien, un pur, un dur, un vrai? Un vrai de vrai, oui, c'est pas courant en fait les Parisiens purs et durs et oui, il faut croire que j'en suis un. Vous avez passé votre enfance à Paris et dans la tête de cet enfant, du petit Bill, il y avait certainement plein de rêves. C'était lesquels? Oui, plein de rêves, surtout des rêves de nature, d'espaces naturels, d'endroits sauvages, intouchés. Alors, la notion de nature intouchée, de forêt vierge, en fait, c'est purement imaginaire parce que la plupart des environnements naturels, l'homme y a une place, il joue un rôle, mais il y a quand même des endroits plus ou moins urbains et plus ou moins sauvages. Et moi, je rêvais plutôt des endroits les plus sauvages, donc à 1000 lieues de ce qu'on voit en général à Paris. Mais je rêvais aussi beaucoup d'histoires, de récits, mais aussi de l'histoire des civilisations, des autres époques. J'aimais bien me projeter dans d'autres époques. Et concernant cette enfance, il y avait peut-être aussi des souvenirs de cuisine qui peuvent remonter un peu? Oui, plein, même presque trop pour les lister, tellement j'ai eu la chance de goûter énormément de choses et d'avoir plein de souvenirs de plats. Parce que j'ai eu la chance que mes parents me servent exactement les mêmes aliments que qui étaient servis aux adultes en fait. Et c'est vrai que les goûts ils se forment beaucoup quand on est jeune. Je pense que c'est très important ça, de faire goûter aux enfants beaucoup de choses. Il n'y a pas de raison que les nuggets soient pour les enfants et les tripes soient pour les adultes. Un enfant peut très bien aimer les tripes, il suffit qu'on l'habitue jeune à manger ce genre de choses. Et on serait tous beaucoup plus éveillés au goût si on n'avait pas cette espèce de ségrégation des menus entre les enfants et les adultes, quoi. Donc moi j'ai eu la chance qu'on me fasse goûter très tôt énormément de choses et je pense que ça a créé en moi plein de souvenirs autour de la cuisine et plein de produits que j'apprécie. Autre souvenir, il y a une quinzaine d'années, vous étiez lycéen à l'époque et vous avez envoyé une lettre à un très grand cuisinier français, un monsieur que j'admire d'ailleurs, monsieur Guy Savoie. Pourquoi? Eh bien, j'avais eu l'occasion de déjeuner dans son restaurant et j'étais absolument émerveillé, complètement sous le charme de cet univers que je connaissais pas très bien, mais que j'imaginais des cuisines, de tout le travail qu'il peut y avoir autour d'une assiette pour transformer les produits comme ça en œuvres d'art. Et donc, je me disais que je voulais en savoir plus, que par curiosité, en fait, je voulais découvrir un peu ce métier. Et c'est pour ça que je lui ai écrit pour demander s'il était possible de un petit peu visiter les coulisses de son institution. Et puis, éventuellement, faire un petit stage là-bas. Et il a accepté. Et c'est comme ça que j'ai passé un été dans les cuisines à
à faire un petit stage chez Guy Savoy. Alors bon, je faisais des tâches assez simples, hein, surtout d'éplucher beaucoup de légumes et découper beaucoup de petits légumes pour les entrées. J'étais du côté des entrées et des amuse-bouches, mais j'ai découvert tout un monde absolument merveilleux et c'est des très très beaux souvenirs. Il y a une autre date marquante qui est le 4 février 2019. Alors là, je pense que c'est pour vous un souvenir inoubliable. Effectivement, c'est une date qui a marqué vraiment un tournant dans mes activités et qui m'a permis, qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'a vraiment changé la vie. En fait, c'est la date d'un concours d'éloquence qui a eu lieu sur France 2 à la télé. Et il se trouve que c'est grâce à ça, donc un monde qui a pourtant pas grand-chose à voir avec ni la cuisine, ni l'écriture à proprement parler, mais c'est grâce à ce concours d'éloquence que j'ai pu mettre un pied chez des éditeurs et commencer à écrire des livres qui soient publiés. C'était un rêve depuis tout petit, mais c'est extrêmement compliqué d'avoir un livre publié en France, enfin dans le monde, parce que ailleurs c'est souvent encore pire. En fait, les éditeurs prennent même pas un livre sur 100, c'est de l'ordre d'un livre sur 4 ou 500 de ceux qui reçoivent, et encore quand on est vraiment chez des maisons qui publient beaucoup de livres, hein. Donc ça veut dire qu'on a une chance absolument infime d'être publié quand on envoie son manuscrit. Si on n'est pas pistonné ou célèbre, c'est à peu près impossible. Et donc c'était un rêve, mais qui me semblait totalement inatteignable, et j'ai eu la chance. Par ailleurs, comme je faisais des concours d'éloquence pendant mes études, que le casting de France 2 me propose de participer à cette émission, qui était un concours d'éloquence à la télé. Donc un concours d'éloquence, en gros, c'est un peu comme du stand-up, mais avec un sujet imposé, et on doit créer un texte sur mesure sur le sujet dans un temps déterminé, limité, et ensuite on doit jouer, dire son texte devant un jury et un public. Et il se trouve que dans ce jeu télévisé de concours d'éloquence, ils ont décidé, au dernier moment d'ailleurs, que le lot serait un contrat d'édition aux éditions Fayard. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir un contrat d'édition qui me donnait totalement carte blanche. Alors, ils voulaient un peu que je fasse un livre sur l'éloquence, puisque rapport à la télé, partenariat, etc., je leur ai dit... franchement, moi je peux vous faire ça, mais ce sera pas intéressant. Il y en a déjà des tonnes écrits par des ténors du barreau, des spécialistes. Je vais pas en faire un de plus qui sera forcément moins bien. En revanche, je peux vous faire un livre sur les poissons. Et par chance, la PDG de Fayard, Sophie de Closet, elle a marché et elle m'a dit vas-y, ta carte blanche, fais-nous les poissons si tu as envie de faire les poissons. Par contre, il faut qu'il y ait éloquence dans le titre, rapport à la télé, partenariat, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai créé un livre qui s'appelait Éloquence de la sardine, sur ma passion des poissons et sur la vie secrète du monde marin, où je racontais les histoires de ces poissons. Et donc ça a été mon premier livre, et comme il a bien marché, les éditeurs m'ont donné à nouveau carte blanche pour en écrire un deuxième. Et comme j'adore le monde de la cuisine, de la gastronomie, tout ça, et que dans le premier livre, j'avais vu, en parlant des poissons, que la cuisine et nos assiettes, c'est vraiment une super porte d'entrée pour raconter les histoires du monde vivant et de la nature, j'ai décidé de faire ça, mais pas uniquement pour le monde marin, pour tout ce qu'on a dans nos assiettes, et de raconter toutes les histoires naturelles de nos aliments dans le livre que je viens de sortir. Et c'est grâce donc à ce concours d'éloquence sur France 2 et avec votre merveilleuse déclaration d'amour à la France que vous avez publié donc en octobre 2019 votre premier livre, L'éloquence de la sardine, dont vous venez de parler, et vous donnez même la parole aux poissons. C'est assez rigolo et très intéressant à lire. Et puis ensuite, il y a eu une période entre début février et fin avril 2022 où vous vous êtes lancé un nouveau défi, peut-être dans une nouvelle aventure, avec un one-man show sur la scène de la Comédie Bastille à Paris. C'était votre premier spectacle, c'était mieux avant. Pourquoi? Oui, c'était un peu aussi dans la veine du concours d'éloquence, c'est-à-dire que moi j'adore improviser, créer des textes et souvent drôles. En général, c'est l'humour et la poésie que j'aime bien. Chacun son style, son registre, et je trouve que ça permet de faire passer des idées facilement, mais surtout de faire passer un bon moment, et c'est important.
C'est très dur de faire rire, mais quand ça marche, c'est très agréable pour tout le monde et très satisfaisant, et c'est une super communication avec le public. Donc j'ai voulu mettre ça en spectacle et découvrir un peu ce monde du spectacle. Et c'est comme ça que j'ai joué 40 dates à Paris, donc l'année dernière, la saison dernière, dans des théâtres à Paris, et 2 dates aussi à Bordeaux. Expérience très intéressante. Je pense que je continuerai dans cette voie-là, mais pour peut-être sous d'autres formes, ou un nouveau spectacle, ou dans un autre format. Parce que le format théâtre, il a des avantages et des inconvénients, et c'est un milieu que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout, et maintenant je commence à cerner comment éliminer les inconvénients et tabler sur les avantages. Alors, je vais peut-être vous donner, un petit tuyau. On a à côté de La Roche-sur-Yon un festival tous les ans qui s'appelle l'Air d'en rire, et ça peut être l'occasion pour vous de concevoir un nouveau spectacle pour, pourquoi pas, participer à ce festival qui a lieu, au mois de septembre et au mois d'octobre. Ah bah avec grand plaisir. En plus, c'est une saison assez agréable pour aller à La Roche-sur-Yon. Tout à fait. Donc vous avez publié le 5 avril 2023 le deuxième livre, Le plus grand menu du monde. On va en parler dans quelques instants dans la deuxième partie de Tous à table. C'est maintenant le moment de la pause musicale en compagnie de Thérèse, auteure, compositrice, interprète vendéenne pleine d'humour que l'on a toujours grand plaisir à écouter. Voici son titre, Ça pourrait être pire. On peut toujours se dire que ça pourrait être pire. Je pourrais attendre un enfant et vivre seul mon accouchement. Développer une maladie rare, passer l'hiver sur un trottoir. Habiter à Maubeuge, travailler dans la Creuse, faire carrière chez McDo et peser 230 kilos. J'aurais pu accoucher seul sur un trottoir à Maubeuge devant McDo d'un enfant gravement malade de 230 kilos. Le pire serait qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait bien qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. On peut toujours se dire que ça pourrait être pire. Je pourrais être la fille de Sarkozy ou la mère du petit Grégory, être enfermée dans une secte, aveugle, sourde et muette, vivre dans un monastère, décharger du pétrole en mer, être derrière les barreaux ou prostituée à Rio, m'appeler Oussama ou Adolphe, ou le dimanche jouer au golf. Le pire serait qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait bien qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. On peut toujours se dire, j'aurais pu mourir, faire la guerre en Afghanistan, travailler pour l'armement, être dépendante à l'héroïne ou à Johnny Hallyday, être alcoolique et anonyme, ou bien me faire interner, rester avec toi et me dire, ça pourrait être pire, ou regarder passer les jours en ignorant ce qu'est l'amour. Le pire serait qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait bien qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait Tous à table, la suite avec aujourd'hui mon invité Bill François pour nous parler de son deuxième livre, Le plus grand menu du monde, paru début avril chez Fayard. Comme je le disais dans la première partie, ce livre se déguste comme un menu gastronomique et nous fait voyager dans le monde et dans le temps. Et tout commence avec une petite pistache à l'apéro. Vous pouvez nous en dire plus, Bill ? J'ai voulu commencer avec une pistache. Bon, déjà parce qu'on commence les repas avec les pistaches assez souvent. Enfin, l'apéro, c'est pas vraiment le repas, mais c'est
le début du repas, c'est ça qui nous met en appétit. La pistache, quand on commence à manger des pistaches, souvent on s'arrête plus, c'est très addictif et ça ouvre l'appétit. Mais surtout parce que comme mon livre parle des histoires naturelles, souvent scientifiques, de l'évolution des plantes et des animaux qui nous nourrissent et de comment ces espèces ont évolué, sont apparues, ont éventuellement disparu, se sont modifiés, nous ont modifiés nous-mêmes, ont interagi avec nous, eh bien, je trouvais que la pistache, c'était un bon point de départ puisqu'il se trouve qu'il y a une petite pistache dans l'histoire du monde qui nous a permis de comprendre un grand nombre de toutes ces histoires de plantes, d'animaux, d'évolution. C'est une pistache qui a été ramenée par un naturaliste, Tournefort, qui vers l'an 1701 a planté cette pistache à Paris au Jardin du Roi, qui est devenu maintenant l'actuel Jardin des Plantes. Et à l'époque, une pistache, c'était un fruit très exotique, puisque ça poussait vers la Turquie et dans ces régions-là, donc ça paraissait très très lointain et on n'en voyait pas tous les jours dans nos marchés. Et donc il a planté cette pistache qui est devenue un pistachier, et quelques années plus tard, ce pistachier, il a permis à un de ses élèves, Sébastien Vaillant, un botaniste, de démontrer que les plantes se reproduisaient grâce aux fleurs. En fait, on se doutait bien que les fleurs servaient à quelque chose, mais l'Église interdisait les recherches là-dessus parce que ça paraissait abominable l'idée que ça puisse être un sexe, et que les plantes puissent avoir un sexe, que les fleurs soient des organes reproducteurs, ça leur paraissait absolument dégoûtant. Il fallait que les fleurs soient quelque chose d'immaculé, de pur, et ça leur paraissait être le péché, l'idée que voilà, et en plus il y a plusieurs sexes, souvent plusieurs étamines, plusieurs pistils qui se reproduisent entre eux, et donc c'était complètement tabou. Et grâce à ce pistachier, il faut savoir que les pistachiers, ils ont des individus mâles et des individus femelles. Il y a des arbres qui sont entièrement mâles ou entièrement femelles. Et ce pistachier-là, il était entièrement mâle, il donnait jamais de pistache. Et Sébastien Vaillant a eu l'idée d'aller secouer les fleurs de ce pistachier au-dessus des fleurs d'un autre qui était un peu plus loin et qui donnait jamais de pistache non plus, mais qui avait des fleurs un peu différentes. Il s'est dit, ça doit être la femelle. Et c'est comme ça qu'il a obtenu les premières pistaches à pousser à Paris en plus, des pistaches complètement locales, mais surtout la preuve absolue et scientifique que les fleurs permettaient aux plantes de se reproduire. Et bon, depuis qu'on sait ça, on a pu comprendre plein de choses sur l'évolution des plantes à fleurs, des fruits, de l'agronomie en général. Ça a permis plein de progrès. Le pauvre Vaillant a été complètement censuré parce que ça a fait scandale, sa découverte, mais une fois que c'était dit, et ça a ouvert la voie à plein de nouvelles découvertes ensuite. Outre l'ignorance de l'homme dans l'histoire qui aurait pu nous priver de manger des tomates, l'alcoolisme des mouches sans lequel nous n'aurions sans doute jamais connu de fromage, vous nous faites vivre un vrai moment de découverte passionnante autour de nos aliments. Mais cette idée, elle est née comment ? J'ai toujours été fasciné par le fait que la nourriture, ça unit les gens. Si vous avez un parfait inconnu, quelqu'un avec qui vous partagez absolument rien, même un ennemi potentiel, en parlant de nourriture, de cuisine, de repas, souvent on trouve toujours un terrain d'entente. En fait, c'est quelque chose qui vraiment réunit tout le monde. Tout le monde aime la nourriture. Il y a quelques rares personnes qui n'aiment pas manger, mais c'est quand même très très rare. La plupart des gens aiment bien manger et c'est un sujet qui fascine tout le monde. La nature, c'est un sujet qui plaît aussi beaucoup à tout le monde. Les plantes, les animaux, ça intéresse énormément de gens. Et je trouve dommage qu'on fasse jamais le lien entre les deux. Parce que c'est deux choses qui passionnent tout le monde. Et c'est deux choses qui sont intimement liées, puisque la nourriture, c'est jamais que des plantes et des animaux qu'on a dans nos assiettes et qu'on rencontre, avec lesquels on interagit. C'est d'ailleurs une de nos dernières interactions aussi intimes avec la nature, où des plantes et des animaux qu'on ne voit pas le reste du temps, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, mais qu'on a la chance de goûter tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc je me suis dit, il y a plein d'histoires qui partent de ça, qu'il faut raconter, parce que d'ouvrir les yeux là-dessus, ça change notre perspective sur les repas. Et donc j'ai eu cette idée-là, surtout en écrivant mon premier livre, Éloquence de la sardine, où je cherchais des points de départ pour raconter des histoires en partant de choses qui touchent les gens. Et j'ai vu que pour parler d'histoire du monde marin, souvent les poissons qu'on voit le plus souvent, c'est ceux qu'on a dans nos assiettes. Et
ça peut être un bon point de départ pour raconter l'histoire du saumon. Ça peut être bien de parler d'abord de cette tranche de saumon qu'on a tous vue un jour ou l'autre, alors qu'on n'a pas tous eu la chance de voir un jour un saumon dans une rivière, malheureusement. Mais c'est déjà un point de départ et ça permet de raconter les histoires. Et alors avec les plantes et les animaux de nos repas en général, encore plus que le monde marin, il y a énormément de choses à raconter. D'ailleurs, vous parliez d'interaction et il s'en est fallu de peu pour qu'on ne connaisse jamais le fameux moelleux au chocolat. Pourquoi donc ? Oui, ça c'est effectivement un exemple d'interaction entre plein d'espèces souvent insoupçonnées. Quand on mange le moelleux au chocolat, on pense pas qu'il a failli ne jamais exister et déjà qu'il n'existe au départ que grâce à un éléphant préhistorique. En fait, le chocolat a évolué, le cacaoyer, à une époque avant l'ère glaciaire où en Amérique du Sud, il y avait plein d'animaux très très grands, dont les gomphothères, qui sont des espèces de mammouths, des éléphants préhistoriques, et ces animaux, ils mangeaient les fruits du cacaoyer. Et du coup, le cacaoyer a coévolué avec eux, et il a développé un fruit très 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 gros pour satisfaire l'appétit de cet éléphant géant, et en échange, l'éléphant, il mangeait le fruit, il l'avalait tout entier, et au hasard de ces promenades digestives, il dispersait les graines, les fameuses fèves de cacao dont on fait le chocolat aujourd'hui, et qui ne sont rien d'autre que les graines du cacaoyer. Et ça permettait au cacaoyer d'aller pousser et de coloniser l'Amérique du Sud. Et c'est comme ça qu'il se dispersait. Le problème, c'est que ce pauvre gomphothère a disparu après l'âge de glace. Après l'ère glaciaire, il y en avait plus. Et c'est à peu près il y a 8000 ans que les derniers se sont éteints, et du coup, il y a 8000 ans, le cacaoyer s'est retrouvé bien embêté parce qu'il n'avait plus personne pour disperser ses graines. Et c'est donc un peu un anachronisme qu'il reste des cacaoyers aujourd'hui. Il devait disparaître, il était condamné, il avait des fruits beaucoup trop gros que aucun animal ne pouvait disperser. Et d'ailleurs, il a régressé énormément dans son aire de distribution, jusqu'à ce que, heureusement, par chance, sur les plateaux de l'actuel Équateur, il y a à peu près 5000 ans, il y a des humains qui ont découvert le fait qu'on pouvait manger le chocolat, nous aussi, qui n'avaient pas forcément besoin d'être un éléphant pour apprécier cet aliment, et on a domestiqué le cacaoyer, et c'est comme ça que l'espèce a été sauvée. Mais c'est vrai que, en théorie, sur le papier, il devrait jamais exister ce moelleux au chocolat, parce que le cacaoyer aurait dû disparaître 8000 ans avant l'invention de la pâtisserie. Et des histoires comme ça, il y en a plein dans ce livre, Le plus grand menu du monde, que vous avez édité chez Fayard début avril. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir dans cette émission. On arrive au terme. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et de nouveaux projets qui se dessinent peut-être. Et oui, de nouveaux projets, notamment un de livres sur le monde marin. Là, je reviens un peu plus à mes domaines autour du monde marin prévus pour l'automne, plutôt sous un angle scientifique, un beau livre scientifique qui s'adresse plus aux amateurs de plongée, de poissons, de pêche, mais aussi de curieux en général de nature et de monde marin. Et puis aussi des projets de repas thématiques dans plusieurs endroits à travers la France pour raconter ces histoires de nos aliments. Les histoires de mon livre m'ont ouvert les yeux sur plein de sujets, donc voilà. Et pendant l'été, une petite émission à la radio sur Europe 1 pour retrouver les histoires des aliments aussi et de nos repas sur les ondes pour donner une autre dimension aux repas de l'été, au barbecue, aux salades, aux pique-niques, etc. Super, eh bien on va devenir confrères en quelque sorte. Et si vous avez le projet de passer pour faire vos escapades gourmandes dans la région de La Roche-sur-Yon, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en reparle sur les ondes de Graffiti Urban Radio. Ah mais avec grand plaisir. Merci encore infiniment, Bill. Je vous souhaite une bonne journée ainsi que toutes les auditrices et les auditeurs de Graffiti à l'écoute de nos bonnes ondes. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.